Moi, dans les méditations que je fais, étant donné qu'il s'agit de rechercher un état de mieux-être intérieur, mais aussi que je fais des méditations qui visent vraiment à entrer en contact avec des êtres spirituels. Donc il y a vraiment une démarche d'élévation avec beaucoup de gens, justement dans les groupes que j'anime, qui ont des connexions pendant ces méditations, qui rencontrent leurs défunts, qui reçoivent des messages. Donc là, effectivement, on part très loin pour aller dans des contacts spirituels, mais je prends mes précautions pour bien ancrer les personnes avant, afin effectivement qu'il n'y ait pas à un moment donné de sortie de corps non contrôlée ou de choses comme ça. Mais on est dans une façon de travailler très spécifique. Si vous allez dans des groupes de méditation, ce qui peut être une très très bonne façon au départ de se motiver, parce qu'il y a une vraie émulation en groupe, ou si vous méditez seul chez vous, il n'y a pas ce genre de choses. Non, il n'y a pas ce genre de choses, ou bien dans des cas très particuliers, mais les gens qui savent qu'ils peuvent partir vite le savent et généralement prennent leurs précautions. Mais autre peut-être danger, est-ce que certaines personnes justement ne se coupent pas du reste de l'humanité en méditant trop? Est-ce que ça peut devenir une forme de drogue finalement de méditer beaucoup? Une forme de drogue. Je dirais qu'un peu comme le sport, qui libère des endorphines et qui rend effectivement heureux, joyeux, la méditation apporte un tel sentiment de bien-être que oui, généralement, autant les premiers temps, ça peut sembler être un petit peu contraignant parce qu'on passe finalement, alors il y a des gens qui sont tout à fait exceptionnels et qui n'ont pas cette phase-là un petit peu difficile parfois du départ, et c'est tant mieux pour eux, mais sinon pour des gens très agités ou très stressés, parfois les premiers temps sont difficiles parce qu'on a l'impression de passer plus de temps à ramener son esprit qui est en train tout le temps de s'évader que de méditer réellement ou de visualiser des choses. Et ça, c'est pas grave parce que c'est quelque chose qui peu à peu s'atténue au fil du temps. Alors, une drogue serait une connotation négative. Par contre, on prend tellement conscience du bien que ça nous fait que bien sûr, on a envie de renouveler l'opération. Et j'ai envie de dire, si c'est la seule drogue que vous prenez, eh bien, tout va bien. Mais il n'y a pas un côté un peu solitaire? On ne risque pas de se couper un petit peu des autres personnes? Non, parce que c'est encore une fois une activité, mais comme si vous alliez finalement faire une autre activité. Et quand vous partez faire 1 heure de gym ou 1 heure de danse, eh bien, ma foi, rester à faire de la méditation ou de la relaxation même, ou faire du yoga, c'est une activité d'abord pour vous, de bien-être, de développement personnel. Et puis après, vous pouvez aussi en faire une activité collective, en partageant ça avec d'autres personnes, par exemple dans un groupe, en faisant des soirées méditation, ce genre de choses. Et puis aussi en tant que parent, moi je vous invite vraiment à le faire, pourquoi pas avec votre enfant. Le soir avant qu'il se couche, eh ben, ça peut être un très très bon moyen de bien le préparer. Les enfants souvent, surtout à notre époque, sont très chahutés entre l'école, l'étude, la garderie, les devoirs à faire, etc. Souvent les enfants arrivent au coucher, ils ont été très bousculés, ils ont eu beaucoup d'heures d'école, ils ont eu beaucoup de déplacements, beaucoup de stress, et puis ils arrivent et viennent se coucher, et il y a de plus en plus d'enfants aujourd'hui qui ont des problèmes de sommeil énormes. Ça peut être un moyen de passer 5 minutes, 10 minutes avec son enfant d'une façon agréable pour méditer avec lui. Il y a aujourd'hui des CD, il y a des livres, il y a un tas de choses. Et les enfants, quand on leur propose ce genre d'activité, vraiment prennent conscience, ils ont en plus de ça beaucoup de facultés parce qu'ils ne sont pas encore pris dans les obligations d'adultes, etc. que nous connaissons. Et donc ils ont un esprit qui se laisse beaucoup plus mouvoir un petit peu dans ce sens-là. Et ça peut être une très très jolie activité à faire en famille, avec son conjoint, avec ses enfants. Alors finalement, quand on médite, ça reste quand même très très mystérieux, même s'il y a beaucoup de livres, beaucoup d'émissions. Moi je trouve que ça reste quand même assez mystérieux. Le processus, ça se passe comment? On médite avec son corps, avec son cerveau, avec l'âme, avec l'esprit. Enfin, tout ça, c'est un peu complexe. Il y a plusieurs réponses à ça. Pour moi, de toute façon, le corps physique est le véhicule de l'âme. C'est ce qui nous permet de pouvoir vivre cette existence-là. Elle se trouve où, cette âme? C'est toujours la question que je pose régulièrement. Et c'est la fameuse question, où est-elle? Elle est plus large que notre corps, finalement. Où est-elle située exactement? C'est très difficile à définir. Effectivement, elle n'est pas emprisonnée dans ce corps, elle est quelque part ici à côté. Je ne saurais pas vous dire précisément où, mais en tout cas, on est beaucoup plus vaste que le périmètre de notre corps, et ça, en prendre conscience, c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif. Et puis après, justement, la méditation, je pense qu'il faut vraiment l'aborder d'une façon très simple, parce que si on commence à regarder les grands méditants, des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience, eh bien, ça peut sembler être une montagne à gravir tout à fait impossible.
en se disant mais comment est-ce que je vais réussir à le faire? Et effectivement, il y a beaucoup de livres sur la méditation, mais malgré tout, ça ne reste que des mots. Or, je pense vraiment que la méditation, c'est une expérience, et comme toute expérience, elle ne s'acquiert pas dans les livres, elle est tout à fait personnelle et elle s'acquiert. Par contre, les livres peuvent nous donner des pistes, peuvent nous aider un petit peu à avoir une idée, on va dire, théorique, nous donner des exercices. Et puis après, c'est quelque chose qu'on va expérimenter. Moi-même, je médite tous les jours depuis plusieurs années et mes expériences sont différentes, elles évoluent. Il y a des fois des phénomènes de couleurs, il y a des fois des choses que j'entends, des fois des sensations physiques. Alors dans les méditations, j'ai souvent remarqué que les sensations du corps disparaissent complètement. Mmh. En groupe, quand on part dans la méditation, moi seule ou quand on est en groupe, tout le monde dit toujours à la fin, c'est fou, à un moment donné, je ne sentais plus mon corps, je ne sentais plus mes mains. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est une sorte de décorporation ou c'est simplement... Non, c'est pas une décorporation, c'est juste que on est justement généralement dans nos activités courantes très portés sur le visuel. Généralement, on médite les yeux fermés, donc déjà on coupe ce sens-là. Et puis on est beaucoup dans le tactile, dans ce que l'on sent dans les mains. Or là, il s'agit de basculer à quelque chose d'impalpable en fait. Donc on se coupe de ces sens de notre quotidien pour essayer juste d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc on peut être dans des sensations physiques comme par exemple la respiration du souffle, l'exercice notamment qu'on voyait tout à l'heure, qui est une base de la méditation parce que tout le monde a un souffle, une inspiration, une expiration, et que c'est un phénomène quand on se concentre pendant quelques minutes sur la sensation de l'air froid qui rentre et chaud qui ressort, tout le monde est en mesure de capter cette variation de température et donc ça peut être, et puis ça fait une sorte de mouvement de vague un petit peu, cet air qui rentre, qui ressort par les narines. Donc c'est la méditation la plus simple et la plus ancienne que je connaisse. Et tout le monde peut le faire, un enfant, un adulte, une personne âgée, tout le monde est en mesure de le faire. Donc c'est quelque chose d'assez basique. Et puis après, quand on a des facultés ou quand on les développe de visualisation, eh bien on va pouvoir partir un petit peu dans quelque chose de totalement différent, en partant sur le fait que, eh bien, que l'on s'entoure de lumière ou que de la lumière rentre en nous. C'est quoi ce phénomène? C'est notre cerveau qui imagine ou on le voit réellement, cette lumière? C'est de la vie. Alors, moi, je sais que de plus en plus, il y a vraiment des moments où j'ai les yeux fermés, mais où je l'aperçois. Je vois, comme à travers mes paupières, cette lumière-là. Parce que au départ, on est toujours dans cette idée de, oui, mais est-ce que je l'ai vraiment vu ou est-ce que je l'imagine? Bien sûr, c'est une projection, on visualise. Donc, on crée une image. Bien entendu, mais c'est le principe même. Mais après, on rentre de plus en plus dans cette conscience que quelque part, tout ce qui nous entoure est créé. De toute façon, tout ce qui nous entoure, même ce que l'on voit, une table, une chaise, etc., tout ça est finalement uniquement de la lumière finalement mise au ralenti. Tout est lumière autour de nous. Donc la matière telle qu'il nous semble la percevoir, de toute façon, quelque part, n'existe pas. C'est une projection d'esprit. Donc à partir de là, tout est possible. Et à partir de là, il est possible de comprendre et d'arriver à entendre le fait qu'à un certain niveau même de méditation, eh bien oui, on puisse entrer en connexion avec son moi intérieur, son maître supérieur, la partie lumineuse de soi, son ange gardien. Chacun donnera un terme différent, mais quelque part à la partie la plus élevée de soi, à son âme, à se connecter à son âme, à son ressenti, à des choses comme ça. Et puis après, on peut aussi basculer dans des méditations, au-delà de ces méditations-là qui sont très 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 bien pour commencer à rentrer dans le ressenti, dans les visualisations. Après, on va pouvoir faire des travaux très intéressants avec les méditations. Il y a par exemple une méditation qui est vraiment accessible à tous, extrêmement puissante, que vraiment je recommande. C'est la méditation qu'on appelle la méditation du cœur d'Atisha, qui était un maître indien dans la tradition bouddhiste. Et donc il a créé une méditation qui vise en fait à utiliser le cœur comme un élément, comme une sorte de générateur qui transmute, qui transforme les énergies. Et là, le but, ça va être de se concentrer, par exemple, sur une problématique que l'on a. Mais quand vous parlez, excusez-moi, quand vous parlez du cœur, c'est le cœur qui bat? Notre cœur physique, oui, notre cœur physique, au centre de notre poitrine. Et c'est la méditation du cœur parce que ça va consister à, par exemple, se donner quelque chose qui nous ennuie, qui nous pose un problème, par exemple un sentiment d'insécurité que l'on a, à l'inspirer. En inspirant, à imaginer que cette énergie-là, cette peur, rentre par notre cœur physique, passe à travers notre poitrine, et que le cœur va se charger de le transformer en une énergie positive, et à chaque expiration, à finalement renvoyer de la joie, de l'amour, de la compassion.
Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire donc sur une problématique donnée. Ça peut être une douleur physique également, quelque chose qui nous dérange, qui nous pose un problème sur un point de vue psychologique, émotionnel ou physique. Et on va faire ça pendant 10 à 20 minutes tous les jours pendant 21 jours. Et on ressent très clairement, moi-même j'ai été très impressionnée des ressentis que l'on avait. On sent à un moment donné que le cœur, physiquement, relâche quelque chose. Et ça, on peut le faire, cette méditation, d'abord pour soi. Moi, je vous recommande d'abord de commencer pour vous, en travaillant sur une problématique donnée pendant 21 jours. Et puis, vous pouvez refaire une session à un autre moment. Et puis, à un moment donné, eh bien, de faire la même chose, mais pour un proche. Si vous avez un proche qui souffre, par exemple, qui est dans une souffrance. Oui, vous pouvez tout à fait le faire pour un proche. Ça, c'est intéressant. Oui. Et un proche, c'est vraiment quelqu'un de très très proche, donc. Un parent, mais un thérapeute peut également tout à fait l'utiliser. On peut tout à fait l'utiliser pour un consultant, pour un patient par exemple, où là on va effectivement, on sait que notre proche, alors c'est plus facile quand c'est quelqu'un de la famille, parce que voilà, il y a une attache particulière donc qui nous rend encore plus sensibles à sa douleur, et on va pouvoir faire cette méditation sur 21 jours pour inspirer par le cœur sa souffrance ou sa douleur, et imaginer qu'on lui renvoie de la joie, de la compassion, cette énergie négative qui est transformée dans notre cœur et qu'on lui renvoie et qui se répand à l'intérieur d'elle. Et ça, la personne peut le ressentir ou... Oui, il y a vraiment de très très bons retours là-dessus. Alors, bien entendu, moi je dis toujours, c'est bien d'en parler. On peut le faire en toute bienveillance sans en parler à la personne, mais on peut également en parler avec elle. On peut aussi l'inviter à le faire elle-même. Et puis enfin, dernier stade, on peut également le faire après pour l'humanité, pour le monde, pour la planète. Voilà, toujours pareil. Il faut être généreux là, parce que bon, il y a du boulot. Oui, mais tout ça, c'est que de l'énergie positive que l'on renvoie finalement. Mais comment on la renvoie finalement parce que là, ça reste un petit peu... Eh bien, moi, je sais que je m'aide beaucoup de la visualisation parce que c'est énormément ce qui va m'aider. Donc, si par exemple, je veux le faire pour la planète, par exemple, eh bien, si je veux par exemple, je pense aux animaux, voilà. Bon, c'est une cause qui me tient énormément à cœur, la cause animale. Je vais par exemple avoir une image de ces animaux qui souffrent dans les abattoirs, etc. Je prends cette souffrance dans le cœur, je visualise mon cœur physiquement qui devient lumineux, qui devient lumière. Je prends le temps, quelques secondes, en bloquant mon inspiration pour ressentir vraiment de la joie qui monte en moi, de la compassion, de l'amour. Et en expirant, je vais visualiser que ça ressort à nouveau par mon cœur. Et par exemple, si j'ai cette image d'un abattoir ou d'animaux qui souffrent, eh bien comme si cette lumière venait tout illuminer la scène que je suis en train de visualiser. Ça, c'est parce que ça marche pour moi, que c'est une méthode qui me convient bien. Après, on pourrait très bien visualiser la planète entière qui d'un seul coup s'illumine et a cette lumière d'amour. La visualisation aide énormément. Et il y a vraiment des choses très très intéressantes qui se passent. Et si vous voulez faire ça, par exemple, après avoir fait cet entraînement-là, c'est un entraînement d'esprit vraiment pour vous pendant quelques temps, et bien après, vous allez pouvoir faire cette méditation donc tous les jours pendant 21 jours, en découpant, par exemple, par phase de 7 minutes. C'est-à-dire pendant 7 minutes, vous vous inspirez, vous expirez de cette manière en pensant à une problématique qui vous concerne. Les 7 minutes suivantes, une problématique qui touche un proche. Et enfin, les 7 dernières minutes à la planète, au monde. Eh bien,